Dans les prochaines minutes, vous serez confronté au savoir le plus interdit, le plus brutal, psychologiquement, et le plus libérateur jamais, exhumé des profondeurs de la souffrance humaine. Ceci n'est pas une leçon d'histoire. C'est une analyse de l'âme féminine, menée non pas dans un laboratoire stérile, mais dans l'enfer glacial du goulag soviétique, où les extrêmes de la faim, de la trahison et de l'isolement agissaient comme un acide cruel, dépouillant toute prétention sociale, pour révéler la nature, brute et sans phare de la loyauté et de la trahison. Les hommes ceux qui ont survécu à cette machine de mort, ont rapporté un secret, un comportement féminin d'une constance alarmante, qui défie tous les contes de fées. C'est le secret des âmes sœurs, et le comprendre n'est rien de moins qu'un bouclier intellectuel et émotionnel, contre le monde silencieux et paisible des relations modernes. Pendant des siècles, les philosophes ont débattu de la nature des femmes, de l'amour et de la fidélité. Dans leurs confortables bureaux, lambrissés de chêne, et dans les hôtels athéniens baignés de soleil, ils ont élaboré des théories élégantes, belles dans leur abstraction, mais finalement inefficaces face à la crise brutale et réelle de la vie et de la mort. Leur laboratoire était l'esprit. Notre laboratoire, dans lequel nous allons entrer, a été construit par le NKVD. Ces cobayes étaient des millions d'hommes, condamnés pour un mot, un regard, une plaisanterie, arrachés à leur famille et jetés dans un amas de glace de faim et de désespoir. Et la variable la plus importante de cette cruelle expérience étaient les femmes qu'ils laissaient derrière eux, leurs épouses, leurs amantes, leurs mères, gardiennes de leurs souvenirs, encre de leur vie passée. Ce que ces hommes ont découvert, avec une douleur presque indescriptible, était une taxonomie sinistre de la psyché féminine sous pression. Ils ont tracé les contours précis de l'amour conditionnel et exposé les limitations biologiques choquantes qui peuvent anéantir en un instant une affection de toute une vie. Ce savoir a été acquis au prix du sang, des engelures et des âmes brisées. C'est la pilule rouge ultime, forgée non pas sur des forums internet, mais dans le froid glacial de Kolyma. Alexandre Solzhenitsyn, grand chroniqueur de cette agonie, a documenté la brutalité de l'État dans ses œuvres monumentales, notamment l'archipel du Goulag et une journée d'Ivan Denisovitch. Il a documenté avec minutie et rigueur cette grande expérience sociologique. Il a documenté les lettres jamais arrivées, les papiers de divorce arrivés, les histoires murmurées dans des lits, superposées gelées longtemps après l'extinction des Lumières. Il nous a transmis les données. Notre tâche est de les déchiffrer, de surmonter le choc et l'horreur, et d'en extraire les principes intemporels et brutaux. Il ne s'agit pas de misogynie. Il s'agit de reconnaître des schémas à grande échelle historique. Il s'agit de comprendre le fonctionnement du cœur humain pour ne jamais être pris au dépourvu. L'avantage de cette connaissance est une liberté claire et sereine. C'est la capacité de voir le monde tel qu'il est, et non tel qu'on le souhaiterait. C'est la fin de la trahison naïve et le début d'une véritable puissance souveraine. Imaginons un moment précis, une étude de cas profondément gravée dans la mémoire de l'archipel. Imaginons un homme, appelons-le Yevgeny, un jeune ingénieur brillant de Leningrad. Sans crime, il était trop talentueux, trop prometteur, un rival potentiel pour un responsable subalterne du parti. Une nuit, on frappa à sa porte et il fut arrêté. Son monde se réduit à la taille d'une camionnette noire. Son seul réconfort, son seul lien avec l'humanité est l'image de sa femme, Anna. Son sourire, la façon dont elle lui fait signe depuis la fenêtre de leur appartement. Il est jugé et condamné à 10 ans de travaux forcés pour espionnage. Une accusation si absurde qu'elle en est risible mais mortelle. Il est transporté pendant des semaines dans un wagon étouffant et rempli d'excréments jusqu'au camp de Vorutoa, au nord du cercle polaire arctique. Sa vie se résume à un calcul de calories. 500 grammes de pain pour couper du bois ou extraire du charbon. 300 grammes s'il n'y parvient pas. Des hommes meurent d'une écharde, d'une toux, ou simplement parce qu'ils sont allongés dans la neige sans se lever. Durant sa première année, Yeni survit de 2 choses, du pain et de l'espoir. Anna incarne l'espoir. Dès qu'elle en a l'occasion, elle écrit des lettres sur des papiers précieux. Elle y met toute son âme. Elle parle de son passé, de son avenir, de son amour éternel. Elle lui assure son innocence, sa force, son retour. Désespéré, il attend une réponse. C'est un signe qu'elle existe encore, au-delà des barbelés. Les mois passent. Rien. Son esprit, affaibli par la faim,
commence à concocter des images horribles. Peut-être est-elle morte. Peut-être est-elle elle-même en prison. Cette peur est un poison, plus fort que le froid. Puis après 14 mois, une lettre arrive. Ce n'est pas le paquet épais et chaud dont elle rêvait. C'est fin officiel. D'une main tremblante et glacée, elle l'ouvre. Ce n'est pas Dana. Il s'agit du tribunal soviétique local de Leningrad. Il s'agit d'une demande de divorce qu'elle a déposée suite à sa condamnation et à son exil. J'ai joint un bref mot manuscrit. Ivani, pardonne-moi. C'est trop difficile. Je dois réfléchir à ma vie maintenant. N'essaie plus de me recontacter. Je me suis remarié. Dana. Le choc n'est pas émotionnel, c'est physique. C'est un coup de pied dans la poitrine. L'air quitte ses poumons. Le monde déjà gris devient complètement noir et blanc. Le dernier pilier de sa résistance s'effondre. Ce soir-là, il ne mange pas sa ration de pain. Il la donne. Il fixe le plafond de la caserne et la volonté de se battre. La volonté d'endurer l'insupportable s'évapore. Ce n'est pas la balle d'un garde qui l'a tué, mais quelques coups de pinceau sur une page. Son corps restera là, coquille vide, pendant plusieurs mois encore, jusqu'à ce qu'une légère pneumonie, que des hommes plus forts peuvent combattre, l'emporte silencieusement. Cette histoire n'est pas un cas isolé. Solzhenitsyn documente des milliers de jevents. Il écrit « L'épouse d'un prisonnier devait choisir immédiatement entre renier son mari ou se rendre à la ruine. Et combien était capable d'un tel héroïsme? 1 sur 100, 1 sur 1000. Telle est la première loi du secret de Solzhenitsyn. La probabilité d'être abandonné est inversement proportionnelle au coût social et matériel de la fidélité. L'amour n'est pas une ressource infinie, c'est une monnaie. Et lorsque le taux de change baisse, la plupart des portefeuilles sont liquidés. Pourquoi s'agit-il simplement de cruauté, de faiblesse? Les soljanistes et les sociologues qui ont étudié ce phénomène pointent vers quelque chose de plus profond, de biologique et d'évolutif. Les femmes sont les médiatrices de la vie. Leur principal objectif évolutif est la survie et la procréation. Hypergames par nature, ils sont programmés pour rechercher le meilleur soutien et protecteur disponible. La valeur d'un homme est inextricablement liée à son statut social, à ses ressources et à sa capacité à projeter force et sécurité. En un clin d'œil, l'État avait dépouillé Yugenai de tout cela. Il n'était plus un brillant ingénieur, un pourvoyeur de fonds ni un protecteur. Il était un condamné, un non-humain, un paria social, une impasse génétique. Être associé à lui signifiait sa ruine et celle de ses futurs enfants. Son amour, aussi sincère qu'il ait été par le passé, était lié à son statut. Lorsque ce statut fut détruit, l'amour ne put plus survivre pour la grande majorité. L'abandon n'était pas forcément malveillant. C'était souvent un acte brutal et pragmatique d'autopréservation évolutive. Elle ne le trahissait pas. Elle se sauvait. Comprendre ce calcul biologique. Lucide est la première étape pour apaiser la douleur émotionnelle de la trahison. Elles ne vous trahissent pas pour ce que vous êtes. Elles vous rejettent pour ce que vous avez accompli ou non sur le marché de la survie. Mais l'histoire ne s'arrête pas aux Ivkini, car il existait un autre type de femme, bien plus atypique, l'exception qui confirme la règle. Solzhenitsyn les appelait les femmes zèques ou femmes décembristes, en référence aux femmes nobles qui suivirent leurs maris exilés en Sibérie après l'échec de l'insurrection de 1825. Ces femmes ont bravé l'adversité. Non seulement elles sont restées loyales, mais elles se sont battues activement. Elles ont renoncé à leur vie confortable, à leur carrière, à leur statut social. Elles ont déménagé dans des villages sordides et isolés, près de la campagne, juste pour se rapprocher. Pendant des années, elles ont fait des files interminables pour livrer de maigres colis alimentaires, quelques pommes de terre, un morceau de sucre, un morceau de saucisse, qui faisait souvent la différence. Entre la vie et la mort pour leur mari, ils devinrent des experts bureaucratiques, rédigeant sans relâche des recours, harcelant les fonctionnaires et refusant de se taire. Leur loyauté n'était pas passive. C'était une résistance acharnée et active. Prenons l'histoire de Natalia Rissoaya, la première épouse de Solzhenitsyn. Leur relation fut un véritable tourbillon de turbulences, révélant précisément ses problèmes. Après son arrestation en 1945, elle refusa d'abord le divorce. Étudiante, elle avait toute la vie devant elle. La pression était énorme. Elle continua néanmoins à correspondre avec lui et à lui envoyer autant de nouvelles qu'elle le pouvait. Mais les années passant, sans qu'aucune issue ne se dessine,
La pression ébranla sa détermination. En 1949, elle céda aux exigences incessantes de l'État et de la société et divorça. Ce fut un coup terrible pour les Solianites des camps. Mais par un retournement de situation surprenant, elle retourna auprès de lui lorsqu'il fut libéré en exil intérieur en 1953 et ils se remarièrent en 1957. Leur loyauté, bien que fragile, n'était pas encore complètement rompue. Leur divorce ultérieur résultait d'un conflit différent. Celui entre l'homme, revenu de l'abîme transformé à jamais, qu'un prophète endurci, et la femme qui aspirait à une vie normale avec son jeune mari, dont elle se souvenait. Mais leur histoire illustre l'application complexe, chaotique et parfois contradictoire de ces principes. Même les exceptions sont semées d'embûches. Qu'est-ce qui distinguait une Natalia d'une Anna? Quel trait de caractère définissait la mariée de décembre? Solzhenitsyn soupçonne que c'était une combinaison d'immenses forces personnelles, d'une compréhension profonde, presque spirituelle, de l'amour qui transcendait les circonstances matérielles et souvent d'une certaine ferveur idéologique ou d'une indépendance spirituelle qui les rendait insensibles à la pression sociale. Elles ne voyaient pas leur mari comme ce que la société attendait de lui, un criminel, un ennemi, mais comme ce qu'il était vraiment. Son hypergamie n'était pas due à son statut social, mais à une personnalité profonde et inébranlable qu'elle reconnaissait en lui, une qualité que même Goulag ne pouvait effacer. Telle est la deuxième loi du secret de Solzhenitsyn. La loyauté inconditionnelle est une anomalie historique, attribuée à une petite fraction de femmes, possédant des vertus particulières comme une indépendance extrême et une force idéologique. On ne peut pas s'y attendre. On ne peut le reconnaître et l'apprécier avec une grande gratitude que si l'on a la chance de le trouver. Quiconque risque sa survie émotionnelle à la poursuite d'une telle femme joue contre la maison dans un jeu où, historiquement, les chances sont catastrophiques. Ce n'est pas de l'histoire ancienne. Goulag est simplement la lentille extrêmement concentrée à travers laquelle nous observons une vérité qui opère autour de nous chaque jour, dans chaque ville et dans chaque relation. Les mécanismes sont simplement plus doux, plus lents, plus insidieux. Un homme perd son emploi. Un homme sombre dans la dépression. Un homme tombe malade d'une maladie qui le prive de force et de vitalité. Un homme ne parvient tout simplement pas à maintenir sa silhouette, à dominer, ni à projeter une image de force et de confiance. Le lent retrait d'affection, la perte de respect, les regards condescendants, les discours du genre « je t'aime, mais je ne suis pas amoureux de toi ». Ce sont les équivalents modernes et civilisés des papiers du divorce d'Anya. C'est le même impératif biologique, se déroulant au ralenti, mais sans le décor dramatique des neiges sibériennes. La prison a été remplacée par les subtiles restrictions des attentes sociales et des contraintes financières. Mais la prison est bien réelle. La trahison paraît tout aussi définitive, tout aussi absolue lorsqu'elle survient. Le soldat en a secrètement besoin. Vous offre le cadre pour l'anticiper. Il vous permet de diagnostiquer l'état de votre propre relation, non pas avec espoir et prière, mais avec le regard froid et analytique d'un historien étudiant un schéma récurrent. Cela efface la surprise et avec elle, une grande partie de la douleur. La douleur est remplacée par la force, le pouvoir de la prévoyance. Cette connaissance est votre première protection. Mais ce n'est que le début. Pour les hommes des champs qui recevaient ces lettres, leur réaction était une question de vie ou de mort. Ivani laissa son pain et mourut. Mais qu'ont fait les survivants? Ils ont avalé cette pilule noire ultime, la plus amère des vérités, et l'ont utilisée non comme poison pour se suicider, mais comme carburant pour se forger une entité incroyablement résistante, capable de survivre à l'État lui-même. Comment ont-ils fait de cette trahison ultime le fondement d'une masculinité nouvelle et inattaquable? La réponse à cette question est l'étape finale et décisive vers la domination secrète des Solénites réside dans la forge. Nous dévoilerons l'état d'esprit des survivantes et montrerons comment elles ont transféré l'espoir du cœur, instable des femmes à la force, inébranlable de leur propre mission. Nous dévoilerons la transformation psychologique qui a transformé les victimes en phénix et comment cette même sagesse ancestrale et glaciale peut être exploitée pour construire une vie pleine de sens. Si puissante que la trahison devient un murmure insignifiant, l'homme qui ouvrit la fine enveloppe officielle et lut sa nécrologie, non pas dans le journal, mais manuscrite par sa femme,
traversait le moment le plus critique de sa vie. Le choc fut un événement dévastateur qui ébranla son univers. Dans le silence glacial de la caserne, entouré des fantômes d'hommes déjà brisés, il se trouva confronté à une décision qui, en substance, réduisait toute la philosophie humaine à un choix unique et brutal. Elle pouvait suivre la voie d'Ivénée. Elle pouvait laisser le froid qui l'envahissait se propager dans ses membres, s'abandonner au vide et permettre à son corps d'achever ce que la trahison avait commencé. Ou elle pouvait faire autre chose, quelque chose de bien plus difficile, de bien plus contre nature et, finalement, de bien plus puissant. Elle pouvait accepter l'inacceptable. Elle pouvait avaler la pilule noire, non pas comme un poison, mais comme un tonique amer. Elle pouvait sonder l'abîme de la vérité ultime. Son existence, sa valeur, son droit à aimer dépendait désormais de choses indépendantes, de sa volonté. Et au lieu de pleurer, elle pouvait hocher la tête. Il pouvait se dire « Voilà à quoi ressemble le monde aujourd'hui. » Je sais. Ce moment d'acceptation n'était pas un moment de défaite. C'était la première étape décisive de son évolution. Les survivants de Gulag, ces hommes qui, des années plus tard, émergeaient des barbelés avec des cicatrices sur le corps, mais terriblement indemnes, avaient vécu cette évolution. Ils avaient en découvert un changement terrifiant et libérateur. C'est précisément ce qui était destiné à les détruire. La privation totale de reconnaissance, d'amour et de statut social pouvait devenir la source de leur plus grande force. Lorsque tous les piliers terrestres qu'ils connaissaient leur furent retirés, ils furent contraints de se tourner vers eux-mêmes pour trouver du soutien. Le soldat Nitson appelait ce processus « ascension ». Il a écrit sur des gens qui, dépouillés de tout leur être, se souciaient moins de leur corps que de leur âme. Ce n'est que lorsque je me suis allongé sur la paille, pourri de la prison, que j'ai ressenti les premiers frémissements de bonté en moi. Sois béni, prison, de faire partie de ma vie. Ce n'est pas la gratitude masochiste d'un homme brisé. C'est le triomphe d'un homme qui a découvert la vérité fondamentale du pouvoir. Masculin, le courage ne se donne pas et ne peut donc se retirer. Il doit être forgé au feu de sa propre souffrance et porté à la vie, sur l'enclume d'une volonté indomptable. La trahison d'une femme, aussi intime soit-elle, a été révélée pour ce qu'elle était. Ce n'était pas un jugement sur son âme, mais le reflet de son essence et de la privation d'une ressource sur laquelle il n'aurait jamais dû compter. Cette transformation exigeait une perte totale d'espoir. L'espoir est dangereux. Dans le monde extérieur, on plaçait son espoir dans une lettre, dans une femme, dans un système judiciaire, dans de futures retrouvailles. Cet espoir extérieur était un fil fragile qui, rompu, laissait un homme émotionnellement épuisé. Les survivants ont appris à tuer ce genre d'espoir. Ils ont subi une chirurgie psychologique, éliminant le besoin cancéreux de salut extérieur. Il a été remplacé par un autre, beaucoup plus résistant, un espoir intérieur, glacial, fondé uniquement sur leur propre volonté. Leur espoir n'était pas d'être sauvés, mais de survivre à la minute, à l'heure, au coup de massue suivant. Leur monde s'est réduit d'une punition massive et terrifiante de 10 ans à un défi gérable de 5 minutes. Cette hyper-concentration sur l'instant présent, cette maîtrise absolue de leur environnement immédiat, est un pouvoir à la portée de tous, partout. L'homme qui s'emporte à dîner contre le manque de respect silencieux de sa femme souffre d'une blessure ouverte de validation externe. La mentalité du survivant demande « Pouvez-vous contrôler son manque de respect? Non. Pouvez-vous contrôler votre réaction? Bien sûr. Pouvez-vous contrôler votre prochain acte, votre prochain mot, votre prochain souffle? C'est assurément le domaine de l'homme souverain. Son espoir n'est pas que le monde soit clément envers lui, mais qu'il soit assez fort pour l'affronter. Prenons le cas de Dimitri, un historien arrêté pour déviation idéologique. Il reçut une lettre de sa fiancée, une femme qu'il aimait depuis ses études. Elle l'informait qu'elle avait épousé un officier supérieur du NKVD qui l'avait arrêté. Cette trahison était un chef-d'œuvre de cruauté. Pendant 2 jours, Dimitri était catatonique. Le 3e jour, lors de la marche exténuante vers le chantier, un déclic se produisit. Il se raconta une histoire, une réinterprétation d'une ampleur telle que sa réalité changea. Il pensa « Ça ne m'a pas trahi. Ça s'est simplement révélé à moi. L'État ne m'a pas ôté la vie en m'arrêtant. Il m'a fait un cadeau. Il m'a révélé la vérité sur la femme que j'aimais avant, de construire une vie avec elle, avant d'avoir des enfants avec elle. Ils m'ont rendu service. Ce n'était pas du copium, c'était de l'alchimie.
Cela a transformé le plomb de la trahison en or de la clarté. À partir de ce jour, Dimitri considéra son emprisonnement non pas comme une punition, mais comme une université cruelle. Son sujet était la nature humaine. Ses professeurs étaient les gardes, les informateurs et les hommes trahis qui l'entouraient. Sa fiancée n'était pas une méchante dans son histoire. Elle était une leçon importante. Cette capacité à transformer le désastre en leçon est la marque d'un esprit inébranlable. L'homme moderne trompé, trahi ou divorcé doit accomplir la même alchimie. La question n'est pas de savoir pourquoi il m'a fait cela, mais ce que j'apprends sur le monde et sur moi-même grâce à cela. Cette force intérieure s'est construite pierre par pierre grâce à des rituels d'une discipline inébranlable. Dans un monde conçu pour dégrader les humains en animaux, les survivants se sont accrochés à des rituels d'humanité qui n'avaient d'autre but pratique que d'affirmer leur propre souveraineté. Solzhenitsyn a écrit sur des hommes qui, après une journée de travail de 12 heures à moins 40 degrés Celsius, enlevaient soigneusement les poux de leur chemise, non pas parce que cela changerait quoi que ce soit. Les poux revenaient en quelques heures, mais parce que c'était un geste d'ordre dans le chaos. Ils récitaient des poèmes appris par cœur, résolvaient mentalement des problèmes mathématiques, complexes ou apprenaient des langues. Ce n'était pas un passe-temps, c'était de la résistance. Chacun des vers de Pouchkine, récités sur une couchette glacée, était une réponse à l'État, c'était une déclaration. Mon corps est à toi, mais mon esprit est à moi. Cette pratique de discipline consciente, apparemment vaine, est le terrain d'entraînement à la souveraineté. L'homme moderne doit trouver son équivalent. Faire de l'exercice quotidiennement quand on est fatigué, lire un livre difficile quand on peut vraiment bouger, faire son lit avec soin. Ce sont vos rituels anti-poux. Ce sont de petites déclarations quotidiennes que vous êtes maître de vous-même. Elles renforcent le muscle du respect de soi afin que vos fondations ne s'effondrent, pas lorsque le respect extérieur vous est retiré. Le changement le plus profond, cependant, fut le changement de ses objectifs. L'homme arrivé au camp avait un objectif lié à son ancienne vie. Être un bon mari, subvenir aux besoins de sa famille et retrouver sa famille. Cet objectif fut brisé par la lettre d'Anya. Le survivant trouva un nouveau but, totalement à l'abri des influences extérieures. Son objectif était de préserver son intégrité, de protéger son moi intérieur. Pour certains, c'est devenu une mission de documentation. Ils sont devenus des archives vivantes, mémorisant noms, dates et crimes, déterminés à témoigner un jour. Solzhenitsyn lui-même a commencé à écrire et à mémoriser ce qui allait devenir l'archipel du Goulag, alors qu'il était encore prisonnier. Il utilisait un système d'allumettes qui lui a permis de mémoriser des milliers de lignes de texte. Son objectif n'était plus de retrouver son ancienne vie. Il s'agissait de révéler une vérité au monde. Cette mission était si immense, si importante, que sa souffrance personnelle semblait insignifiante. Sa faim, son froid, sa trahison, ce n'étaient là que des points clés d'une histoire, vaste et terrible qu'il devait raconter. C'est la réinterprétation ultime. Votre douleur n'a rien à voir avec vous. C'est le carburant de votre mission. Cette application est faite pour vous, l'homme moderne. Votre mission ne peut être une femme, ni une relation. Ce sont des choses qui peuvent vous être enlevées. Votre mission doit être si profondément la vôtre que sa réussite ou son échec ne dépend que de vous. Créez une entreprise, maîtrisez un métier, créez une œuvre d'art, réalisez une transformation physique, protégez et subvenez aux besoins de vos enfants. Gardez à l'esprit que cette relation est différente d'une relation avec une épouse. Les besoins d'un enfant sont inconditionnels. Ceux d'une épouse ne le sont pas. Lorsque votre mission est liée à quelque chose d'aussi immuable, retirer votre affection à une femme devient une distraction. Une légère irritation, comme une mouche qui bourdonne, à la fenêtre d'une cathédrale que vous construisez. Cela n'arrête pas la construction. Elle peut choisir de participer ou non à votre mission. Sa loyauté est un renfort bienvenu, mais sa trahison ne constitue pas une défaillance structurelle critique. Vous êtes l'architecte. La mission, c'est la conception. Vous êtes la main-d'œuvre principale. Elle est une sous-traitante, dont vous pouvez embaucher ou licencier les services en fonction de ses performances et de son adéquation avec les objectifs du projet. Cela paraît froid. Voilà, c'est le froid arctique. Et c'est aussi le seul moyen de construire quelque chose de durable. Les hommes qui sortaient des camps étaient souvent méconnaissables pour ceux qui les connaissaient. Ils étaient plus silencieux.
Leurs yeux avaient une profondeur qui mettait mal à l'aise. Ils avaient vu le pire du monde et, ce faisant, ils en avaient perdu toute peur. Ils connaissaient le prix de tout, surtout de l'amour. Ils n'étaient pas incapables d'aimer. En fait, beaucoup ont découvert une capacité de connexion plus profonde et plus intense, précisément parce qu'ils ne se faisaient aucune illusion à ce sujet. Leur amour n'était plus une question de besoin ou de convoitise. C'était un don conscient d'abondance absolue, sans rien attendre en retour, car ils n'avaient besoin de rien l'un de l'autre. Leur amour devint véritablement libre. C'est le don paradoxal ultime du secret de Solzhenitsyn. En acceptant la vérité la plus sombre de la fidélité conditionnelle, vous vous libérez et vivez une connexion libérée du besoin. On peut apprécier l'amour d'une femme pour ce qu'il est, un cadeau magnifique, fugace et conditionnel, sans exiger qu'elle soit ce qu'elle n'est pas. On peut apprécier la fidélité d'une femme morte si on la retrouve, mais la trahison d'une nana ne vous détruira pas. La vie hors des barbelés est une toute autre épreuve. Les menaces ne sont ni des armes, ni une fin, mais plutôt du réconfort et un désespoir silencieux. La trahison n'arrive pas dans une enveloppe officielle. Elle arrive par SMS avec des intérêts dans une lettre d'avocat. Les principes de survie sont identiques. Développez votre force intérieure. Transférez l'espoir de sa confirmation à votre propre mission. Renforcez la discipline par des rituels quotidiens. Considérez la douleur comme une leçon. Votre valeur ne se mesure pas à leur regard. Elle se façonne chaque jour par vos propres actions. Les survivants du goulag ont scruté le cœur des ténèbres et y ont trouvé une lumière inextinguible. Vous devez faire de même dans l'obscurité confortable du monde moderne. Le fil n'est pas d'acier. Il est fait d'attentes, de contes de fées, du besoin d'être aimé des autres plus que de son propre. Destin, couple, passe, ta mission t'attend.